Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette avant-dernière vidéo dédiée à l'univers et à l'intrigue de Nier Automata. Comme d'habitude, deux petites précisions. Vous vous en doutez, on va parler du fond scénaristique du jeu, donc si vous tenez à rester vierge de trop brusques révélations, je ne peux que vous inviter à décamper au plus vite. Ensuite, sachez que les chroniques vidéoludiques ont pour objectif d'analyser une saga de jeux vidéo, et donc d'étudier uniquement le monde et les personnages détaillés par ce médium. Si vous voulez qu'on aborde les animés, les mangas, les films ou autres, vous devrez attendre l'épisode de conclusion. Traduction, le prochain qui vient se plaindre que les réponses sont dans l'univers étendu, je lui arrache le cœur. Sur ce, bonne vidéo à tous. We're close. There should be an oasis in the... Comme d'hab avec un nouveau monde, la première étape c'est d'établir comment on en est arrivé là. Mais on n'était pas censé déjà connaître l'univers de Nier? Si, mais vu tout ce qui s'est passé entre temps, vaut mieux amener quelques précisions. Hein. En l'an 5012, soit à peu près 2 millénaires après les événements de Nier, des aliens ont débarqué avec l'intention de pourrir l'humanité bien comme il faut en créant une armée de machines de combat. Ah oui, quand même. Les terriens se sont alors exilés sur la Lune avant de répliquer en envoyant des androïdes faire le sale boulot à leur place. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 11942. Alors que l'espoir réside dans la constitution d'un groupe d'automates spécifiquement dédié à la guerre et à l'extermination des formes de vie mécaniques, les Yora. C'est moi ou rien que là, il y a un problème avec la continuité? On y revient plus tard. Tout commence alors qu'une escouade de Yora en module aérien a pour mission d'envahir une usine tenue par les machines. Malheureusement, leur camouflage est absolument inefficace. Elles se font toutes exterminer, la seule survivante étant la Yora Tubi, qui rencontre très rapidement son binôme, à savoir 9S. Toutefois, la cible des androïdes, un gigantesque Goliath, réussit à leur mettre la misère avant d'être vaincu. Et en voyant l'ennemi ressurgir en 3 exemplaires supplémentaires, notre duo choisit de se sacrifier en entrechoquant leur boîte noire, engendrant une explosion qui vaporise tous les individus présents. Attends, ça veut dire qu'ils sont morts? C'est pas censé être les héros? Si, t'inquiète, c'est logique, mais j'expliquerai pendant l'analyse. Nos compagnons sont ensuite renvoyés sur Terre pour prendre contact avec la résistance androïde de la zone. Une fois sur place, ils font la rencontre de leur chef, Anemone, qui les invite à jeter un œil dans le désert où ils tombent sur un spectacle troublant. Des formes de vie mécaniques qui se rassemblent afin de donner naissance à une machine humanoïde. Qu'est-ce? Attends un peu avant de râler. L'ennemi est abattu, mais une nouvelle version s'extirpe de son corps, contraignant notre duo à fuir. Après en avoir averti Control, leur QG, 2B et 9S vont se retrouver à fragmenter un robot devenu fou, engendrant ainsi des négociations avec des machines non violentes, et notamment leur principal représentant, Pascal. Mais voilà qu'un Goliath vient d'arriver dans la cité en ruine. Le combat est rude et le géant est finalement vaincu. Enfin perso j'ai plutôt eu l'impression qu'il s'autodétruisait, mais bon. La déflagration est telle qu'il ne reste plus qu'un trou béant au milieu de la ville. Et c'est là que des messages d'alerte envahissent les écrans des Yora. Les aliens, créateurs des formes de vie mécaniques, ont été repérés sous la surface. Immédiatement, 2B et 9S sont envoyés en éclaireur et découvrent une sorte de gigantesque environnement high-tech rempli de cadavres tentaculaires. Et voilà que redébarquent les robots humanoïdes, respectivement nommés Adam et Ève. En vérité, les extraterrestres ont été exterminés par les machines des siècles plus tôt, ces dernières ayant acquis une conscience au point de considérer leurs concepteurs comme un poids. Et ils souhaitent désormais mettre la main sur les ultimes représentants de l'humanité. Après avoir fait leur rapport et rencontré une Yora déserteuse baptisée A2, 9S est capturé par Adam. Obsédé par les Homo sapiens, il défie 2B dans un duel à mort qu'il finit par perdre. Son décès cause un effondrement de la moitié du réseau des machines, perturbant profondément celle-ci. De son côté, rendu fou par la disparition d'Adam, Ève se laisse envahir par la rage et déclare une guerre totale aux androïdes. Problème, Ève se repaît du web pour demeurer invulnérable. 9S le pirate pour lui couper toute connexion, permettant à 2B de lui asséner un coup fatal. Mais lors du hacking, 9S a été corrompu. Il n'y a pas d'autre choix pour éviter d'infecter la base des Yora, 2B doit éliminer son compagnon. En l'étranglant? D'où qu'on peut buter un androïde en l'étranglant? Oh, c'était sûrement une excuse pour les mettre dans cette position. Mais miracle scénaristique, la conscience de 9S s'est mêlée au réseau des machines, lui permettant d'en prendre le contrôle. C'est ainsi que s'achève Nier Automata. Enfin, comme d'hab avec cette licence, il y a plusieurs fins. Et là, je ne vous ai résumé que les fins A et B, qui en dehors de quelques scènes supplémentaires et points de vue différents, il faut l'admettre, ne sont pas très distinctes l'une de l'autre. Suite au démantèlement d'Adam et Ève, les formes de vie mécaniques sont désorganisées.
permettant aux Yora de coordonner la plus grande offensive de l'histoire. Si le combat semble tourner à l'avantage des héros, voilà qu'un virus se met à corrompre les troupes au sol, qui passent sous le contrôle des machines. 9S et 2B parviennent à s'autodétruire avant de rallier la base, mais trop tard, cette dernière est déjà infectée, et le duo n'a que le temps de s'enfuir avant l'explosion du QG. Poursuivi par les Yora déréglés, 2B force 9S à se camoufler et à fuir le champ de bataille. Quand elle atterrit enfin, 2B est en piteux état et se rend compte qu'elle est elle aussi contaminée. Tombant sur A2, elle lui confie son arme dans laquelle elle a placé tous ses souvenirs et la supplie de l'achever. De son côté, 9S s'est lancé à la poursuite de son acolyte, mais ne peut que la voir assassinée par A2. Fou furieux, il tente de la venger, mais un séisme le précipite dans le vide, tandis qu'une étrange structure jaillit du sol. 2 semaines plus tard. Non, je déconne pas. Autant pour 9S, c'est à peu près crédible. Il a chuté de vachement haut, aucune base n'est dispo pour les réparations immédiates, et les seuls aptes à l'aider sont Devola et Popola. Donc je peux comprendre. Par contre pour A2, limite elle a juste fait une pause. Elle s'est dit je vais roupiller pendant 2 semaines. Pourquoi? Pour pas qu'elle progresse de trop, je suppose. Si A2 va avoir ses propres aventures, 9S va tenter de s'introduire dans les grandes structures qui nécessitent la collection de clés disséminées sur la map. Alors qu'il semble sur le point de réussir, il reçoit l'aide inattendue de Devola et Popola qui se sacrifient pour lui permettre d'entrer, tandis qu'A2 le suit de près. En réalité, cette structure est un gigantesque canon qui vise le serveur humain sur la Lune. Mais 9S, obsédé par sa quête de vengeance et rendu à demi-fou, n'a plus d'autre volonté qu'un combat à mort avec A2. Et c'est là que vient le premier dernier choix de l'histoire. Dit comme ça fait bizarre. Vous devez décider qui incarner pour cet ultime duel, A2 ou 9S. Si vous prenez le parti de A2, cette dernière pirate son adversaire pour lui remettre les idées en place. Alors que le pod évacue le corps de l'éclaireur, la guerrière se sacrifie pour détruire l'ensemble de la structure, permettant au monde d'être définitivement libéré des formes de vie mécaniques. Comment elle a réussi ça? Elle a réussi, pose pas de questions. C'était la fin C. Revenons en arrière pour supporter 9S, et là, les 2 androïdes s'entretuent au terme de leur duel. Mais tandis que 9S rend sa carte mère, il semble contacté par leur réseau des machines, qui lui explique que le projet de canon a été abandonné au profit d'une arche censée partir à la recherche d'un nouveau monde. Et 9S est invité à les rejoindre. Qu'il accepte ou pas, l'arche est propulsée dans les cieux. Vient alors l'ultime choix de fin. Les pods vous avertissent qu'il est temps de mettre un terme au programme Yora, mais qu'il faut vérifier les données. Si vous refusez, vous êtes renvoyé au menu, ok. Mais si vous dites oui, le pod de 2B se rebelle et souhaite au contraire récupérer les datas de notre trio. Au terme d'un shoot 'em up particulièrement corsé, on peut voir les pods rassembler des pièces pour ramener nos protagonistes à leur état initial. Enfin, surtout 9S et 2B puisque A2 a l'air d'avoir été abandonné dans un coin en mode schlag. Et c'est ainsi que se termine, pour de bon, Nier Automata. Bien, on va pas se mentir, il y a pas mal de choses à analyser en cet opus. Déjà, l'évolution de l'univers. On peut dire ce qu'on veut, ça reste globalement cohérent. Maintenant que les humains sont absents, la nature a retrouvé ses droits. Après tout, si un confinement de quelques mois permet à l'environnement de reprendre du poil de la bête, quelques milliers d'années sans eux, ça a dû être particulièrement bénéfique. La seule différence, elle se trouve au niveau des ultimes représentants de la Terre, les machines et les androïdes. Et là, je vais vous expliquer ce que j'ai dû sauter dans le résumé, à savoir le fond de l'affaire. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé dans le premier spin-off? Si ce n'est pas le cas, vu que j'ai aucune envie de me répéter, je vous invite à faire une pause et à aller jeter un œil aux épisodes sortis il y a quelques temps. Comme d'hab, les liens sont dans la description. Après les événements de Nier, les Gestalt ont fini par décliner et disparaître, mettant ainsi un terme à l'existence des Homo sapiens. Les androïdes restants, du style de Devola et Popola, sont donc demeurés les derniers reliquats de notre espèce. Du moins jusqu'à l'arrivée des aliens en l'an 5012, qui ont littéralement submergé l'humanité avec leur arme principale, les formes de vie mécaniques. Sauf qu'en plus de se manger une branlée monumentale, les automates ont commencé à perdre le moral. Ils étaient à l'origine conçus pour protéger les terriens, et les rumeurs selon lesquelles ces derniers n'existaient plus avaient des conséquences néfastes sur leur performance. Le commandement Android décida alors la mise en place d'un gigantesque mensonge avec le projet Yora. La première étape était d'affirmer que les Homo sapiens n'avaient pas disparu, mais que ces ultimes représentants avaient émigré sur la Lune, d'où ils donnaient leurs ordres avec le fameux Conseil de l'Humanité, qui n'est en réalité rien de plus qu'un leurre avec des messages enregistrés à l'avance. Sauf qu'en vérité, il n'y a là-bas que quelques éléments relatifs au code génétique des terriens. Une mascarade maintenue par l'envoi régulier de fusées remplies de ravitaillement, mais en réalité complètement vide. La deuxième phase fut la création de l'escadron Yora,
Et s'ils sont tous nommés par lettres et chiffres, ce n'est pas pour rien. Si j'avoue ne pas savoir à quoi correspond le nombre, on peut supposer qu'il s'agit de leur numéro de conception. A2 étant le deuxième prototype A, 9S le 9e modèle S, etc. Et les lettres, elles servent à quoi? Eh bien, comme précisé au cours du jeu, elles sont là pour expliciter le rôle de l'androïde. A pour attaqueur, B pour battler, E pour executioner, G pour gunner, H pour healer, O pour operator et S pour scanner. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'Ayora effectue une transition, c'est-à-dire un changement de modèle, comme c'est le cas pour l'opératrice 21O qui deviendra 21B. Pour en revenir au projet, si certains hauts gradés ont été avertis des raisons originales du programme, à savoir défendre le serveur sur la Lune, la majorité n'est pas au courant de la réalité. Un autre point caché de tous, c'est que si les Yora sont taillés pour le combat, leur fameuse boîte noire est conçue à partir de noyaux de machines. Pire encore, le plan Yora avait pour finalité d'être anéanti. Une fois suffisamment de données rassemblées pour créer une nouvelle génération d'androïdes, un accès dérobé serait dévoilé aux formes de vie mécaniques, leur permettant de détruire la base et toutes les informations sur les racines du projet dans le même temps. Mais parallèlement, les machines ne sont pas restées inactives. Comme précisé dans le résumé, elles ont développé une fascination pour l'humanité, sa faculté d'adaptation et son comportement paradoxal. Tout l'inverse des aliens, qu'elles ont vite jugé puériles et sans intérêt, se rebellant contre leurs maîtres pour les exterminer. Elles ont alors accumulé des connaissances et tenté d'imiter les terriens. Malheureusement, leur capacité d'apprentissage semblait limitée, les contraignant à reproduire les mêmes erreurs sans parvenir à comprendre ce qui n'allait pas. Et c'est là qu'il va falloir aborder un point qui risque d'être assez complexe. Le cas des filles en rouge, que la communauté s'est amusée à renommer N2. Et pourquoi N2? Ça a une signification particulière? Ces fillettes fantomatiques sont en réalité l'ennemi principal du jeu, une sorte de conscience qui a vu le jour au sein du réseau des machines, et son objectif est d'évoluer. On peut supposer qu'à force d'échouer en boucle dans ses tentatives d'imiter les humains, les formes de vie mécaniques ont involontairement donné naissance à N2, qui a développé une nouvelle méthode de pensée, orchestrant alors son fameux projet. Et c'est quoi son projet? Oh bordel, j'espérais que tu poserais pas cette question. N2 est suffisamment vieille pour avoir connu A2 à la période où elle n'avait pas déserté. Sauf que je ne pourrais absolument pas vous dire quelle durée temporelle sépare les deux époques vu qu'on n'a aucune date. On peut imaginer que ce soit la rencontre avec les prototypes de Yora qui ait incité N2 à entamer un nouveau plan d'évolution. Si les androïdes ont pu s'adapter et créer des unités plus puissantes, alors N2 ne pouvait plus se contenter d'agir comme avant. Là encore, on peut envisager que Adam et Ève, loin d'être constitués sur le pouce comme on aurait pu le croire, seraient en réalité la conclusion d'un projet mûrement réfléchi pour que N2 conçoive ses propres Yora. Ouais, enfin, c'est plus de l'interprétation que de l'analyse, là. Je l'admets. Mais en même temps, cette partie est tellement vague que je ne peux absolument rien déduire de concret. Vient ensuite le cas des communautés indépendantes. Comme nous le précise Pascal, plusieurs machines se sont déconnectées du réseau. Si Pascal et les siens ont choisi de construire un village pacifique, un second groupe s'est orienté vers une monarchie médiévale, et un autre vers le fanatisme théocratique. Certains ont développé des passions, des obsessions, voire ont complètement vrillé, comme Simone. Et c'est là qu'on peut se poser la question. Pourquoi une machine liée à une intelligence collective souhaiterait s'en détacher? On peut supposer qu'ils se sont retrouvés dans une zone dépourvue de web pendant un temps, et qu'à force, ils aient réalisé qu'être seuls pouvait avoir un aspect plus plaisant, les amenant à se déconnecter de façon permanente. Ou, on peut imaginer, là encore, qu'il s'agit d'un projet de N2, qu'elle aurait volontairement coupé certaines formes de vie mécanique du réseau pour les inciter à évoluer de leur côté. Ce qui pourrait justifier que certaines machines du village pacifique deviennent subitement folles à la fin du jeu, alors qu'elles ne sont pas censées être connectées. Et ça impliquerait que N2 existe depuis au moins 300 ans. Pareil pour le Léviathan, s'il décide d'intervenir à cette période, bah c'était peut-être à cause de N2. En vrai, si on réfléchit comme ça, beaucoup d'éléments qui ont l'air de coïncidences un peu faciles seraient en fait totalement logiques. Mais ça reste de la supposition et je ne peux pas garantir d'être dans le vrai. Clairement, elle a évolué depuis Nier. Peut-être même un peu trop. En même temps, il s'est passé près de 5 millénaires depuis la dernière fois, donc c'est assez logique. Oui, mais pas sur tous les points. Comprenons-nous bien, qu'on ait développé des stations spatiales, des Yora, des systèmes de duplication, des modules de vol, tout ça en 5000 ans, ça me semble parfaitement plausible. D'ailleurs, les androïdes ont beau être supérieurs aux êtres humains, ils ne sont pas invulnérables pour autant.
Leur survie se base essentiellement sur leur carte mémoire, si je puis dire, dont ils transfèrent les données au QG afin de les placer dans un nouveau corps, les rendant ainsi virtuellement immortels. Même si toutes les infos n'ont pu être transmises, vous serez à nouveau mis en service. Vous n'aurez juste pas droit aux dernières news. Un peu comme une amnésie en somme. Ou un clonage. C'est ça. Et là, c'est un débat philosophique qu'on peut poser. Est-ce que 2B et 9S sont les mêmes au début et à la fin du jeu? Car s'ils possèdent toujours la même mémoire, enfin la plupart du temps, ce n'est plus le même corps, plus les mêmes composants. On peut donc se demander si c'est la même conscience. Bref, sacré débat. Quoi qu'il en soit, à mon sens, c'est un des points les plus intelligents du soft. Tirer entièrement parti du fait que les héros sont des robots, ce qui justifie qu'ils reviennent systématiquement à la charge, mais aussi leur gain de puissance par une utilisation de meilleurs composants. Bon, après, ça implique 2-3 détails gênants. Du genre, si je pirate une machine ennemie, je peux contrôler son bras par télékinésie. Je veux bien admettre que, passé un certain level scientifique, on aurait du mal à considérer ça autrement que comme de la magie, donc ça peut rester cohérent, mais enfin j'ai quand même un peu de mal. Notamment quand on voit le déluge de super pouvoirs en affrontant Eve, ou ses limites si on n'a pas basculé dans Dragon Ball. Ce qui est d'autant plus gênant quand, à côté, tu as 9S qui se plaint de la qualité de la minimap, parce que ce n'est pas assez précis. Ou tout simplement qu'on ait des problèmes de réseau. Ce qui implique technologie supérieure, mais c'est loin d'être aussi efficace et magique que le reste du jeu le laisse entendre. Mais pour le reste, j'ai beau être un profane en informatique, ça me semble globalement cohérent. Et là, on va aborder le cas qui est pour moi le plus frustrant du jeu, l'absence de réponse à certains points. Et je ne vous parle pas de contradiction, d'incohérence ou ce genre de choses, non, c'est juste que on pourrait trouver une solution au problème, parfois même plusieurs, mais non, on reste dans le vague. Du style, pourquoi les Yora portent-ils tous un bandeau sur les yeux? Pourquoi toutes les opératrices revêtent un voile? On pourrait se contenter de dire, les Yora ont été designés de cette manière, et c'est tout. Sauf qu'il arrive assez régulièrement que 2B et 9S perdent ou enlèvent leur bandeau. Ce n'est donc pas quelque chose de soudé dans leur apparence. Et lorsque 21O devient une combattante, elle ne troque pas son voile contre un bandeau. Donc, à quoi ça sert? Non mais tu comprends pas, le bandeau fait une métaphore du fait que les Yora le portent parce qu'elles doivent obéir aveuglément. Et le impératrice fait pareil, elles disent pas toute la vérité aux soldats, donc on leur met un voile. Ah, je dis pas le contraire. Peut-être que la majeure partie des éléments inexplicables ont une raison allégorique, mais il n'empêche que d'un point de vue logique, ça n'a aucun sens. Néanmoins, je dois bien l'admettre, même si c'est frustrant, ça l'est beaucoup moins qu'avec Drakengard 3. Il y a plusieurs analyses de tempérament sur lesquelles je vais faire l'impasse. Je ne vais pas aborder le cas des pods, parce que clairement, ils n'ont pas trop de personnalité, ce sont des robots de support. Et même s'ils finissent par refuser de suivre leur programmation à la toute fin du jeu, on peut pas définir ça comme un caractère à part entière. Pas grand chose non plus à dire sur la commandante, elle donne des ordres, c'est la figure d'autorité principale des Yora et elle est prête à se sacrifier pour le bien commun, mais on n'en sait pas vraiment plus. Pareil pour Adam et Eve, est-ce que leur personnalité est véritablement captivante? Je suis pas convaincu. On a deux machines avec une apparence très humaine, et si Adam montre un intérêt obsessif pour les terriens au point de mettre son immortalité en jeu, Eve se définit presque exclusivement par son amour pour son jumeau, et sa folie furieuse une fois que ce dernier a passé l'arme à gauche. Donc désolé pour leurs fans, mais franchement, à part dire qu'ils sont une relecture biblique de la Genèse, relecture pas particulièrement subtile d'ailleurs, j'ai pas trouvé grand chose de passionnant. De fait, nous allons commencer par un personnage que j'ai complètement ignoré depuis le début de cette vidéo, parce que je trouve sa présence pas vraiment logique. Je veux bien sûr parler de... Ceux qui ont testé Nier s'en souviennent parfaitement de ce petit bonhomme. Pour les autres, je vous invite à visionner la partie dédiée à cet opus. Après s'être retrouvé au format tête esselée à la fin du jeu précédent, il sort de nulle part, littéralement, au cours d'une mission principale. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous devrez accomplir plusieurs quêtes secondaires, dont certaines vous envoient chercher des fleurs. C'est clair que 2B et 9S avaient rien de mieux à foutre de leur temps! Si on ignore à peu près tout ce qui lui est arrivé entre la conclusion de Nier et l'an 5012, c'est à l'arrivée des aliens qu'on en apprend davantage. Il a choisi d'user de ses talents pour combattre les extraterrestres, et s'est démultiplié façon multiclonage de l'ombre. Problème, plus le gamin se dédoublait, plus il perdait ses souvenirs. D'ailleurs, le marchand ambulant que vous côtoyez dans le soft n'est même pas le Emile originel, il n'est qu'un des sosies.
le modèle de base ayant disparu. Alors la question c'est, qu'est-il arrivé à tous ces clones? Pour le savoir, il faut accomplir une autre quête secrète, ce qui amène à vous balader dans le désert au milieu des dépouilles de ses jumeaux. Les Emil sont devenus fous à cause de la guerre et attaquent désormais tout ce qui passe à portée. Lorsque vous réussissez à les vaincre, le petit marchand finit lui aussi par rendre son dernier soupir. Donc, que je résume. Ce perso est une arme ultime, capable de vaporiser des villes entières. Ça n'a pas suffi contre les machines, que les Yora ont zéro problème à dégommer, ni contre les aliens, que les formes de vie mécaniques n'ont eu aucune peine à massacrer. Et au final, lui et plusieurs de ses clones se font remettre à leur place par un seul Yora. Paye ton arme ultime! Ou alors les Yora et les machines sont à un level de puissance tellement pété qu'un seul d'entre eux vaut plusieurs Emil. Je sais pas ce qui est le moins crédible. En dehors de ça, que dire? Eh bien qu'on a globalement la même psychologie qu'avant. C'est un petit gars volontaire qui essaye de protéger l'humanité et dont l'amnésie forcée lui a fait oublier les personnes auxquelles il tenait le plus, à savoir Kaine et Nier. Et pour ceux qui se poseraient la question, Kaine est explicitement nommé, mais jamais Nier. Ce qu'on pourrait justifier par le fait que la dénomination du précédent héros demeurait au choix du joueur. Et je vous rappelle que selon la fin du premier opus, le protagoniste pourrait avoir vu toute son existence diluée dans le néant. Du coup, Emil se souvient-il encore de Nier? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas aimé l'implication de ce personnage, qui non seulement n'est pas cohérent si on se fie au niveau de puissance, mais en plus nous ressort l'excuse de l'amnésie. Bordel, à part Drakengard 1, on a eu des amnésiques à chaque putain d'épisode. C'est lourd à force. Sans parler du fait que face à lui, les héros changent radicalement de comportement en fonction des besoins du scénario. Première rencontre, aucune discussion, ils parlent de l'éliminer parce qu'ils savent pas à quoi ils ont à faire. Ouais, la négociation et les Yora, ça fait deux. Tirez d'abord, tirez encore, tirez un peu plus, et posez quelques questions une fois que tout le monde est mort. Mais sitôt qu'on le revoit après, à aucun moment le duo n'envisage de le tuer, et on passe uniquement par la discussion. Bref, on va plutôt aborder un couple qui, lui, a vraiment une bonne raison d'être encore là, malgré un bond de plus de 7000 ans. Là encore, si vous voulez un résumé du traitement des Rookin dans l'épisode précédent, j'ai déjà fait une vidéo dessus. L'épisode Automata confirme que Devola et Popola n'étaient pas des exemplaires uniques. Elles existaient en de multiples versions, éparpillées dans le monde. Sauf que suite aux événements du premier opus, elles ont été accusées d'avoir disjoncté et conduit à l'éradication des terriens. Pour ceux qui découvrent la licence avec Automata, ça va pas vous choquer. Par contre pour les autres, ça risque de vous titiller un peu plus. Comment ça, elles ont pété un câble? Absolument pas! Au contraire, elles ont œuvré pour protéger l'humanité. Mais les réplicants ne l'ont pas perçu de cette manière. Persuadés d'être les véritables humains, ils en ont tiré les conclusions que les jumelles avaient retourné leur veste contre leur créateur. Et c'est là que ça va devenir un brin tendax, puisque les autres modèles d'androïdes se sont montrés de plus en plus haineux et vindicatifs à l'égard des Rookin, au point de les massacrer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule paire, dont la mémoire fut effacée, en plus de leur infliger un remords permanent. Et là, on peut se poser des questions. Les automates ont tous été conçus à la même époque que Devola et Popola. Donc pourquoi se rebeller contre elles s'ils connaissaient la fonction primaire des jumelles et la nature des réplicants? Je suppose que la réponse sera une supposition? Obligé, y a rien qui la confirme. Probablement à cause de ces humains synthétiques. Ces derniers se considérant comme les vrais Homo sapiens, et ayant fini par comprendre la technologie des androïdes, ils auraient manipulé les robots pour les amener à détester Devola et Popola. Quand il n'en resta plus qu'un ultime duo, ils décidèrent d'en faire un groupe témoin de parias, afin qu'elles souffrent continuellement des conséquences des actes de leurs semblables, qui n'avaient accompli que leur travail. Punition qu'on peut juger aussi injuste que cruelle. Qui d'autre que des humains ou des réplicants aurait pu la mettre en pratique? Sinon, qu'apprend-on sur les donzelles? Eh bien que ce sont des modèles à l'origine dédiés à la médecine et à la maintenance. Assez cohérent vu qu'elles devaient gérer les réplicants, mais aussi sûrement certains androïdes. Et si une partie de leur personnalité a été remaniée, on sait que leur amour fraternel demeure présent. Popola envisage même de ne pas être particulièrement forte psychologiquement parlant. De ses propres termes, si sa sœur n'avait pas été là pour la soutenir, elle aurait craqué. Et c'est pour cette raison qu'elles tiennent autant l'une à l'autre. Si l'une vient à mourir, la seconde disjoncte aussi sec. Popola ira jusqu'à supposer que c'était prévu par les humains et que c'est pour cela qu'ils en ont fait des jumelles, pour se soutenir mutuellement. Dernière petite hypothèse, Devola et Popola sont puissantes. On l'a remarqué dans l'opus précédent. Si l'une est agressée, la seconde réplique. On peut donc imaginer que c'est pour ça qu'on a modifié leur mémoire.
Déjà pour diminuer leur capacité, parce que clairement quand on les voit sur le champ de bataille, elles ont un peu perdu, et aussi pour s'assurer que plus jamais, elles ne lèveraient la main sur d'autres androïdes, pas même pour se défendre. Du coup, leur volonté d'agir pour autrui malgré la haine devient compréhensible. Si on leur a implanté un remords continu, elles chercheront systématiquement à se racheter, en aidant tous ceux qu'elles peuvent, quitte à sacrifier leur vie, au passage. On apprend d'ailleurs que si des restes humains ont été expédiés sur la Lune, c'est grâce à elles. Maintenant, est-ce que ce sont vraiment elles, spécifiquement, ou une autre paire de jumelles qui a su voir loin? Ouais, elle était facile celle-là. Parce qu'en plus, découvrir tout ça sur les Rookin nous fait comprendre que les données de la Lune sont en fait des informations sur les réplicants, que les automates considèrent désormais comme les véritables humains. Une donnée qui s'est visiblement perdue avec les modifications mémorielles des androïdes. Quoi qu'il en soit, on conserve à peu près les mêmes personnages que dans l'opus précédent. Popola reste la plus douce, là où Devola est la plus épineuse. Le fameux robot fondateur du village pacifique, nommé Pascal en référence à un philosophe français, Blaise Pascal. Encore de l'interprétation, je suppose? Ah là non, beaucoup de machines sont baptisées d'après des penseurs. Simone pour Simone de Beauvoir, qui rêve d'une relation avec Jean-Paul Sartre, Engels le Goliath. Le premier boss que se tape A2, c'est Hegel, comme Georg Wilhelm Friedrich Hegel, et c'est que la partie émergée de l'iceberg. Puisque si vous cherchez dans les fichiers du jeu, le vieux roi de la forêt s'appelle Ernst, tel Ernst Bloch, son descendant est Immanuel, comme Immanuel Kant, le dirigeant canet des fanatiques est nommé Kierkegaard, et la foreuse qui vous attaque est intitulée Marx. Ah ouais, quand même. S'il y avait eu qu'un ou deux noms correspondants, j'aurais vu une simple coïncidence. Là non. Et il y a un lien entre leur personnalité et celle des philosophes? C'est une possibilité, mais j'avoue ne connaître les philosophes que de manière très superficielle. Donc je préfère éviter d'aborder le sujet histoire de ne pas balancer de conneries. Bref, que dire de Pascal le robot? Que notre Gugus est un pacifiste convaincu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a pas été traumatisé par les carnages ou les massacres, mais au contraire par le fait qu'il s'y était habitué. Alors quand il s'est déconnecté du réseau, il a choisi de mettre en place une communauté basée sur la non-violence et la coopération avec les androïdes. Il a de grands espoirs que leurs deux peuples finissent par s'entendre, mais n'est pas naïf pour autant, et sait que son rêve a peu de chances de se concrétiser. Très intelligent, il est également curieux et cultivé, passant son temps à étudier et lire des livres, à s'interroger sur de multiples thèmes, mais aussi à s'occuper des enfants de son village, qu'il considère comme leur avenir. Il est très fidèle à ceux qu'il voit comme ses amis, reconnaissant, plein de gratitude, et toujours chaleureux. Cependant, il est prêt à tout pour protéger les siens, y compris à replonger dans la spirale de la violence. Néanmoins, ça ne l'empêche pas de commettre des erreurs. Lorsqu'il doit défendre les derniers survivants de machines agressives, il se rend compte, une fois la victoire obtenue, que tous les enfants se sont suicidés. Pascal leur avait enseigné la peur afin qu'ils n'aillent pas au-delà du danger. Mais dans une situation aussi critique, la terreur a pris le dessus, amenant les petits à commettre l'irréparable. Sauf que ces enfants étaient sa béquille psychologique, une manière pour lui de ne pas sombrer dans le désespoir. Suite à leur perte, il suppliera A2 de l'achever ou de lui effacer la mémoire, afin de ne pas vivre avec ce traumatisme. Votre décision n'aura que peu d'impact sur la conclusion, si ce n'est qu'il errera dans les décombres de son ancien fief en vendant des morceaux des gamins à des inconnus. Ouais, c'est un peu glauque. Bien, on en a fini avec le plus gentil des personnages, passons maintenant au plus brutal. Android Yora type A, modèle numéro 2, plus communément appelé A2. Elle est un des premiers prototypes de Yora déployés sur Terre et a été la seule survivante de son escouade. Grâce à ça, plusieurs éléments de son intellect et de sa capacité de réaction ont été dupliqués sur les générations E. Ce qui impliquerait que A2 serait plus ou moins la mère de Tubi. J'ai pas la moindre idée d'où je vais avec cette pensée, mais je vais m'arrêter là avant de tirer dans le glauque. Après cette première expédition désastreuse, on perd complètement la trace de A2. On sait qu'elle a déserté, mais on ignore quand et pourquoi. Est-ce qu'elle s'est barrée direct après le carnage, parce qu'elle ne supportait pas qu'on l'ait envoyée au casse-pipe? Est-ce que Control a tenté de l'éliminer car elle n'était plus utile? Ou alors, est-ce qu'elle est revenue au turbin et n'a appris que plus tard les malversations du projet Yora? J'en sais rien. En tout cas, le jeu ne donne aucune info là-dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois en solo, A2 n'a pas perdu sa haine des machines et s'est mise à les traquer. Mais si elle éprouve toujours un désir de protéger l'humanité, elle a développé un mépris clair à l'intention du programme Yora, et n'a montré aucun scrupule à massacrer tous ceux envoyés à ses trousses. On peut se demander par quel miracle un modèle obsolète a pu vaincre des versions plus perfectionnées, mais en même temps,
elle dispose d'une furie ultime dont on a été débarrassé les dernières mises à jour car jugée trop dangereuse. En plus de ça, à force de se débrouiller toute seule, elle a dû grappiller certains avantages de son côté. Car si elle est considérée comme une traîtresse et une déserteuse par les Yora, elle conserve d'assez bonnes relations avec les androïdes basés sur Terre. On peut donc supposer qu'elle a noué des liens avec eux. D'ailleurs, on sait que A2 est relativement âgée pour une Yora, elle se définit elle-même comme plus de toute première jeunesse. Maintenant, là encore, vu qu'on n'a aucune date, on ignore son âge exact. Au niveau du caractère, c'est une dure à cuire. J'aurais même tendance à dire que c'est une nouvelle version de Kaine, brutale, vulgaire, même si beaucoup moins que l'original, sarcastique, colérique et impulsive, sans pour autant être stupide ou malfaisante. Elle a été trahie, reste très méfiante et n'a plus beaucoup d'espoir quant à sa condition. Et malgré sa haine des formes de vie mécaniques, elle a horreur d'avoir des dettes, y compris envers le village des pacifistes. Même si c'était pas gagné à la base, la Miss étant une sacrée tête de mule. Comme je le disais, elle est traumatisée par la perte de ses compagnes d'armes, au point qu'elle continue à en cauchemarder. Et on peut supposer que si elle met autant de volonté dans le massacre impitoyable des robots aliens, c'est pour venger son escouade et atténuer sa souffrance intérieure. On peut aussi envisager que si A2 élimine tous les Yora sur sa route, c'est uniquement pour se défendre. Lorsqu'elle rencontre 2B et 9S pour la première fois, elle finit par s'enfuir après les avoir avertis de la trahison de contrôle. Idem quand elle choisit de pirater 9S pour le purifier de la corruption, avant de se sacrifier pour se débarrasser définitivement des machines. Autre point intéressant, le niveau intellectuel de A2. En effet, on a une scène où le pod remet en question ses capacités cognitives. Littéralement, il la traite de conne. Alors, la Miss serait-elle stupide? Je ne pense pas. Tout comme Kaine, je l'estime plutôt brutale et impulsive. Elle a horreur de prendre des gants, et si elle considère qu'elle a quelque chose à faire, elle le fait, quitte à distribuer des tartes à tout ce qui se trouve sur son chemin. J'aurais cependant des incertitudes. Lorsque 2B lui confie son arme, elle révèle y avoir placé ses souvenirs, ce qui aurait logiquement autorisé A2 à accéder aux mêmes données que le spectateur, connaître toutes les informations accumulées par 2B jusque-là, ce qui serait justifié par le fait que A2 adopte une coupe de cheveux identique. Elle devient le véhicule du joueur, la nouvelle 2B. Sauf qu'en vrai, pas trop. À la limite, ça permet à la conscience de 2B de venir la hanter à quelques moments et rien de plus. Elle n'a aucun souvenir de Pascal et de ses échanges avec le duo, n'a pratiquement aucune connaissance du pod de 2B, bref, la mémoire est surtout là quand ça arrange le script. Pour moi, ce transfert incomplet et limite aléatoire des réminiscences est assez incohérent, et sert plus de facilité scénaristique qu'autre chose. Bien, on va maintenant passer au dernier représentant du soft. Ouais, je vais être obligé de les analyser en même temps ces deux-là, puisque pas mal d'éléments sont intrinsèquement liés. Aborder certains points chez l'un fait inévitablement surgir une question chez l'autre, donc on va traiter le couple d'un seul coup. Commençons avec 9S, androïde éclaireur considéré comme étant à la pointe de la technologie. S'il ne possède pas autant d'aptitudes de combat que 2B, ça ne l'empêche pas de pouvoir tenir la comparaison avec n'importe quel ennemi. En termes de personnalité, c'est un gamin très intelligent. Enfin, normalement. Je vous rappelle que le gars n'arrive pas à piger l'intérêt d'envoyer un modèle guerrier en binôme d'un scout. Bah c'est plutôt logique, une unité est là pour te soutenir en cas de problème. Et si vous voulez être plus spécifique, relisez le briefing de la mission. Une Yora a disparu, probablement détruite. Donc on expédie un éclaireur pour la retrouver, et une bagarreuse, des fois quand on tomberait sur une menace ayant pu dégommer un androïde de combat. Sans parler du fait que si le Yora en question ne peut plus remplir son objectif, à savoir assister la rébellion, il faudra bien le remplacer. Je sais pas, ça me semble évident comme réflexion. Pour un modèle aussi malin que 9S, c'est assez étonnant qu'il y soit pas parvenu tout seul. En dehors de ça, il est jovial, confiant en ses capacités et toujours de bonne humeur. Même si ça lui vaut régulièrement d'être réprimandé, voire traité comme un gamin par son opératrice. Il est le premier à se plaindre lorsque quelque chose se révèle mal organisé, manque de précision, ou juste qu'il a l'impression d'être pris pour un larbin. Et il est peut-être même un chouïa trop impulsif aussi. Non, parce que quand il se met sur la trajectoire d'un coup que 2B aurait parfaitement pu esquiver, et qu'il privilégie les données de la meuf aux dépens des siennes, alors qu'il ne la connaît littéralement que depuis quelques heures, ouais, ça fait un peu facile. Mais il est également très doué pour découvrir les informations et comprendre la supercherie. À dire vrai, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, et c'est là que 2B intervient. Ou plutôt, 2I. Pour une raison gardée secrète, la véritable fonction de 2B est d'être une exécutrice de Yora. Je sais pas exactement ce que ça implique, car on n'a pas plus de données sur les modèles E, l'héroïne en étant la seule représentante. J'envisagerais que ça engage des aptitudes spécifiquement calibrées pour éliminer ses compères, mais aussi la capacité à ne pas être considérée comme traîtresse en cas de meurtre.
Sauf que quand au cours du jeu, 2B est amené à traquer des déserteurs, voire à les dégommer, là encore c'est à se demander comment ça a pu ne pas mettre la puce électronique à l'oreille de 9S. Si une chose est sûre, c'est que 2B a déjà dû envoyer son compagnon à la casse. De très nombreuses fois. Un acte qu'elle en est venue à détester, mais qui se reproduisait systématiquement. La faute à une trop grande curiosité des 9S. On aurait pu croire qu'à force, le commandement aurait fini par modifier ce modèle d'éclaireur, histoire qu'il arrête de fouiner là où il fallait pas, mais bon, c'est à mon sens un reproche que je pourrais faire au début du jeu. Quand on commence, 2B et 9S semblent se rencontrer pour la première fois, et la donzelle se montre glaciale. Ce qui contraste totalement avec son attitude lorsqu'il est blessé, inquiète, sous pression, et prête à tout pour lui sauver la vie. Et lorsqu'elle se rend compte qu'il a perdu la mémoire, son poing se serre, comme si ça l'avait particulièrement marqué. Sauf qu'ils ne se connaissent que depuis quelques heures. Je rappelle, à titre de comparaison, que la meuf a vu toutes ses compagnes de type B se faire laserifier les unes après les autres sans montrer la moindre émotion. Alors, bien sûr, quand on a fini le jeu, ça devient compréhensible. Mais... exceptionnellement, je vais aborder le point de l'animé, car c'est un point qui y avait été corrigé. Dès le premier épisode, on a quelques micro-scènes qui laissent entendre que 2B connaissait déjà 9S, même si lui ne la reconnaît pas. De fait, si on ne peut pas encore piger le pourquoi de ses réactions, ça n'apparaît pas comme une incohérence. Et en parlant d'incohérence, on a quelques soucis de la part des héros vis-à-vis des machines. D'un point de vue théorique, il serait logique que 9S soit le premier à éprouver de l'empathie pour les formes de vie mécaniques, là où 2B, plus froide, le remettrait à sa place. Sauf que si c'est bien le cas à quelques reprises, à d'autres moments, c'est l'inverse. 2B montre de la compassion, ou du moins de l'hésitation face aux machines, et c'est 9S qui se révèle dur et intransigeant, refusant tout contact ou collaboration. Pareil avec la maintenance de 2B. Le commandant a demandé à 9S de lui faire des contrôles techniques réguliers. Pourquoi ? Elle n'a pas semblé sujette à des dysfonctionnements, et elle est parfaitement capable de faire ses entretiens toute seule. Et surtout, curieux comme les 9S, est-ce que ça ne risque pas de l'amener à découvrir des choses compromettantes sur 2B, du style « Elle est là pour te buter !» En dehors de ça, 2B est l'incarnation de ce qu'on attend d'un soldat en mission. Glacial, majoritairement impassible, peu loquace, et pas dérangée par les nombreux objectifs qu'on lui impose ou les problèmes sur sa route. Elle est là pour agir, et c'est ce qu'elle va faire. Elle va même régulièrement remettre 9S à sa place pour s'assurer qu'il reste dans les clous. De fait, si on peut accuser A2 de ne pas trop réfléchir par fainéantise, 2B s'interdit de trop penser. On lui donne un ordre, elle obéit, point. Même si ça implique de museler ses sentiments et de taire sa douleur intérieure. D'ailleurs, si 9S essaie fréquemment de se rapprocher de sa partenaire, celle-ci lui ferme régulièrement la porte au nez. Ou alors, elle tente de cacher ses vrais ressentis. Car bien qu'elle soit la première à répéter que les émotions sont prohibées, ça ne l'empêche pas d'y être sensible. Pour ce qui est des relations entre les deux, il est très fortement sous-entendu que 9S serait amoureux de 2B. Est-ce que c'est réciproque? Je ne saurais le dire. 2B a plus l'air de le considérer comme un ami que comme un amant. Et encore. Mais aussi, l'idée même que 9S ait véritablement des sentiments passionnés et souhaiterait une interaction physique avec son acolyte, comme l'affirme Adam, serait impossible. Et là, je vais très certainement détruire tout espoir des fans. Lorsque l'on rencontre Adam pour la première fois, les héros le décrivent comme extrêmement proche des androïdes. Il y a donc fort à parier que, tout comme Adam et Eve, 2B et 9S ne possèdent en réalité aucun organe génital, ni le moindre orifice, rendant les deux Yora littéralement imbaisables. Ah, la rage salée des weebs. Et ce serait cette frustration qui donnerait naissance à la rancœur et à la haine de 9S. Tant que 2B était vivante, il parvenait à la contenir, mais sitôt qu'il la voit exécuter, il perd pied et se laisse submerger par la colère. 2B étant son garde-fou, après sa mort, plus personne n'était là pour retenir 9S et l'empêcher d'aller trop loin. Ce qui le fait plonger dans une folie furieuse, au point qu'il confond amour et désir de meurtre. Ce n'est qu'une fois aux portes de la mort qu'il hallucine sur la présence de 2B, parce qu'elle est la seule chose qui a réellement compté à ses yeux. Bon, on en a fini avec les personnages, il est temps maintenant d'attaquer la partie suivante, vous savez laquelle. D'ordinaire, quand je m'attaque à cette partie, il y a d'office au moins 2 ou 3 vrais gros problèmes. Le genre qui me donne envie de fracasser des bébés phoques à coups de masse. Parce que ça dénonce un énorme souci d'écriture, une incompétence, voire un je m'en foutisme crasseux. Eh bien, ça n'a pas été le cas avec Automata.
Je vais pas dire que le jeu est parfait, hein, vous m'avez suffisamment entendu pointer ses défauts depuis le début, mais à aucun moment ce n'était des ennuis gravissimes pour le scénario. Sauf une fois. Je ne vais pas vraiment critiquer le lien entre Nier et Automata. Les deux périodes sont suffisamment éloignées pour justifier pas mal de changements, et la plupart des défauts que j'ai relevés, je les ai déjà soulignés. Et même là, on peut davantage accuser le soft de rester vague que d'être foncièrement mal écrit. Non, le souci dont je veux vous parler, il a lieu entre les deux parties de l'histoire. Pour abattre Eve, 9S a choisi de le pirater pour le couper du web des machines, ce qui l'amène à devoir sacrifier son corps au passage. Mais on se rend compte que sa conscience s'est étendue dans le réseau, lui permettant de posséder et contrôler les formes de vie mécaniques alentour. Sous-entendu, le gars est devenu le big boss des robots aliens. Puis, on commence la partie suivante avec la guerre ultime et... Nope! 9S est à nouveau un Android classique et plus personne ne va jamais parler de cette histoire. Bah, ils ont retransféré l'esprit de 9S dans un nouveau corps et c'est tout. Impossible! 9S était corrompu! Et comme il le disait lui-même, il ne devait surtout pas transmettre ses données à la base au risque de la contaminer. C'est pour cette raison qu'il a demandé à Tubi de l'exécuter, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Dans ce cas, c'est encore plus simple. Le 9S de la troisième partie est une nouvelle version, qui n'a pas reçu les données infectées. Là encore, non. Parce que 9S n'a pas synchronisé ses données avant le combat final, et il a entre-temps appris pour la disparition des humains. De fait, un 9S apparu après le décès du premier ne devrait pas posséder ces informations. Or, c'est le cas. Et en admettant que ce soit un modèle différent du personnage, l'ancien il est devenu quoi? Vous savez, cette conscience de 9S qui a subjugué le réseau des machines pour le soumettre à sa volonté? Allez-y, essayez de me trouver une solution cohérente. Même le wiki de fandom a pas réussi. Ouais, il y a quelques points qui me posent pas mal de problèmes là-dessus. Que les automates soient aptes à ressentir le chaud et le froid, j'ai envie de dire ok. Au point que ça finisse par les gêner, là c'est un peu plus dérangeant. De la même manière, on peut constater avec A2 que les cheveux des androïdes poussent. Attendez, comment est-ce qu'il peut avoir les cheveux qui poussent? Et qu'ils sont capables de pleurer. Alors autant, je peux concevoir que les émotions soient apparues dans leur programmation, ce qui était déjà visible avec Devola et Popola. Peut-être même que les humains les avaient intégrés de base dans leur concept. Mais qu'ils aient la faculté physique de verser des larmes? Là encore, pour des robots espions censés se fondre dans la masse, je pourrais comprendre. Mais pour des Yora, intégralement dédiés à la guerre et qui ont interdiction d'avoir des sentiments, vous m'excuserez d'y voir de la contradiction. Et dans le cas d'unités militaires qui vont passer leur existence à se battre, vont subir des blessures graves et parfois des morts atroces, leur donner en plus la capacité à ressentir la douleur, j'appelle pas ça une idée lumineuse. D'autant que c'est pas cohérent, hein. 9S souffre le martyr à la fin de l'histoire, mais au début, quand il a perdu un bras et une jambe, ça a à peine l'air de le déranger. Par ailleurs, on apprend au cours de l'intrigue que les androïdes ont un pouls. Là encore, si c'était dans l'optique de se fondre dans la foule, j'aurais rien dit, mais il n'y a plus vraiment d'humains parmi lesquels se camoufler là. Alors ok, la volonté d'imiter les humains reste peut-être résiduelle et instinctive dans tous les schémas de conception des automates. Mais vous m'enlèverez pas du crâne que c'est peut-être pour cette raison que les machines persistent à gagner depuis des milliers d'années. Et maintenant qu'on parle de l'élaboration des Yora... Ah, enfin! De quoi? Oh, j'attendais juste impatiemment que tu gueules sur ce design archi-sexiste. Alors ouais, mais peut-être pas de la manière dont tu le crois. Hein? En effet, à la base, je le trouvais plutôt logique. Là où pour Kaine ou Zero, on pouvait chercher une raison, parce que ce sont des humaines avec une volonté propre, ou du moins qui essayent d'avoir une volonté propre, pas vrai Zero? Sauf que c'est pas le cas des Yora. On l'a compris, ils sont fabriqués en série. Ce sont des machines, toutes issues du même moule. La preuve étant la ressemblance physique entre A2 et Tubi. De fait, les vêtements que porte l'héroïne ne sont pas de son fait. Ce n'est pas elle qui a décidé de les enfiler, elle a été conçue avec. Et alors? Alors, si tu confies la création d'androïdes à un mec qui a l'intention de donner vie à ses fantasmes, il va se passer quoi selon toi? Ouais, vu comme ça... Mais enfin, ça reste sexiste. Oh, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas incohérent pour autant. Et du coup, pourquoi 9S a l'apparence d'un adolescent à peine pubère? Je suis pas vraiment sûr de vouloir le savoir. Néanmoins, c'était ce que je pensais avant. Après réflexion, on garde en mémoire que la conception des Yora n'a pas été orchestrée par des humains potentiellement pervers, mais par des androïdes supposément débarrassés de ses penchants. Même si je l'admets, ça reste matière à débat. Au début, mon principal point d'attaque, c'était les talons aiguilles.
Parce que pour des modèles censés combattre sur le champ de bataille, ça me paraît contradictoire de leur infliger un handicap d'équilibre pareil. Bon après, j'ai fini par tomber sur ce genre de vidéo qui prouve qu'une humaine bien entraînée peut parfaitement se battre en talons hauts. Donc, why not? Sauf que, si Tubi est programmée pour tirer le meilleur d'elle-même en talons hauts, c'est un peu gênant de la voir trébucher sitôt qu'elle est plus sur une route. Et enfin, l'argument ultime contre ce chara-design, un Yora, notamment un modèle de bataille, est continuellement sur le terrain à affronter des machines. Ce qui impliquerait que cette robe ultra sexy soit sa tenue de guerre. Il n'aurait pas besoin de porter autre chose. Puis arrive le dernier combat, et les Yora enfilent des armures lourdes, qui n'ont absolument pas l'air d'entraver leurs mouvements. Mais du coup, si ça les protège mieux et que ça les dérange pas plus que ça, pourquoi ils les gardent pas constamment? Là encore, bon courage pour me convaincre du contraire. Attends, tu parles de l'opératrice de 9S? C'est ça. Je pige pas, en quoi elle est incohérente? Tu te souviens pas? Elle a fait une transition pour devenir 21B et a été expédiée sur le champ de bataille pendant la guerre contre les machines. Et elle sera infectée par le virus lors de sa première descente, ce qui la transformera en boss à affronter. Oui, et alors? Alors si elle a été contaminée dès sa première baston, ça veut dire qu'elle était sur le terrain avec les autres Yora. Jusqu'à présent, ça me semble logique. Dans ce cas, pourquoi 9S est toujours en contact avec 21O comme opératrice pendant cette bataille? Effectivement. Je pense avoir fait le tour des plus gros problèmes que j'ai pu relever. Comme vous avez pu le constater, à l'exception du premier, ça ne gêne pas tant que ça l'intrigue et l'univers. C'est chiant, on va pas se mentir, mais on n'atteint pas le level de débilité de certains épisodes de la saga. Donc pour finir, je vais aborder quelques petites incohérences très rapides. Genre le fait que des buildings soient toujours debout 10 000 ans après la fin de l'humanité, la corruption par un virus qui te recouvre de cristaux au début et après t'as juste des yeux rouges, que Tubi ne soit pas mise au courant de certaines infos pourtant classiques, comme l'envoi de ravitaillement sur la Lune ou l'intérêt des transporteurs, ou tout connement, quelques facilités scénaristiques. Du style, pourquoi A2 est encore en vie? Je vous rappelle que Control la repère instantanément à cause de sa boîte noire, donc comment ça se fait qu'elle soit pas traquée H24 par les Yora? Ou bien, comment 9S a pu pirater et diriger à distance une voire plusieurs machines, alors que la zone a des soucis de réseau qui empêchent d'expédier un simple message de détresse? Parfait! Je pense qu'on a fait le tour des incohérences. Je propose qu'on s'attaque maintenant à la partie suivante. Encore une fois, la partie sur l'interprétation est dédiée aux suppositions et aux théories que j'ai pu développer au cours de mes analyses. Absolument rien de ce que vous allez y voir ne peut être confirmé ou infirmé à 100%. Au mieux, vous allez peut-être trouver ça cool, et au pire, vous vous direz que ce sont juste les élucubrations d'un uluberlu sur le net. Au début, j'avais commencé à me demander si Adam et Ève étaient foncièrement maléfiques. Après tout, ils viennent à peine d'être créés que déjà, deux Yora s'échinent à leur laminer la tronche. Pas idéal pour nouer des relations diplomatiques, on est d'accord. Par la suite, si Ève a l'air assez limitée intellectuellement, Adam se montre très curieux et érudit. Il est le premier à vouloir imiter les humains pour les étudier. Bon, pour les détruire. Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment conscience de l'importance de la vie. Et ensuite, l'humanité est l'objectif de sauvegarde numéro 1 des Yora. S'ils n'avaient pas été agressés dès leur naissance, peut-être que des liens auraient pu être tissés, amenant à une meilleure coopération entre les deux groupes. En admettant, évidemment, qu'ils ne soient pas manipulés tout du long par N2. Puis m'est arrivée une autre réflexion, engendrée par cette phrase. Comment ça, le temps nous est compté? Ça pourrait être une manière de dire on a autre chose à faire, c'est pour ça qu'on finit pas le combat tout de suite. Mais et si ça impliquait autre chose? Imaginez que Adam et Ève aient eu, pour une raison X ou Y, une espérance de vie très courte, et qu'ils avaient conscience qu'ils finiraient rapidement par mourir. Ce serait pour ça qu'ils auraient bousculé les habitudes des deux camps, engendrant des changements et des batailles, car n'ayant pas le loisir de s'éterniser. Ouais, j'admets, c'est pas la théorie la plus folichonne. On va relever un peu le niveau avec la suivante. On va pas se mentir, voir A2 débarquer pile au même moment que nos héros pour assassiner un bambin, c'est une sacrée coïncidence. Surtout, on peut se demander, pourquoi? Qu'est-ce qui a amené la renégate à venir massacrer toute la communauté des chevaliers robotiques pour au final écharper un bébé? D'autant qu'elle avait l'air de venir spécifiquement pour lui. Et si elle n'était pas là par hasard?
La société médiévale a été forgée par Ernst, le roi de la forêt. À sa mort, ses fidèles ont choisi de placer sa mémoire dans un nourrisson, afin qu'il devienne le parfait successeur. Sauf qu'après plus de 100 ans, les formes de vie mécaniques se sont dit que le bambin n'a toujours pas grandi, mais que malgré tout il reste très mignon. Ça fait près de 128 ans que le monarque voit son esprit coincé dans un corps qui n'évolue pas, qui ne parle pas, et en plus il est servi par des demeurés qui ne comprennent même pas le problème et n'ont pas l'intention d'arranger les choses. Et si à force le fameux roi en avait eu assez. Après tout, Pascal a réussi à passer un appel radio à 9S 2B sans que ceci lui ait dit comment faire. Et si Ernst avait fini, à force de tentatives, par trouver la fréquence de A2. Il lui aurait alors supplié de venir l'achever, quitte à massacrer sa communauté au passage, pour mettre un terme à ses souffrances. Et A2 y aurait répondu sans la moindre hésitation, causant ainsi sa rencontre avec 2B. Bon, ça reste une réunion assez facile du trio, mais avouez que d'un coup, ça sort un peu moins de nulle part. Alors là, on va passer à ma théorie favorite de l'épisode. Si je vous disais que Nier et Automata sont davantage liés que vous l'imaginez. Pour rappel, échapper à la pandémie d'albinovirus a contraint les humains à séparer leur esprit et leur corps. Ils sont ainsi devenus des Gestalt. Parallèlement, ont été créées des versions artificielles de leur chair, les réplicants, qui ont développé leur propre conscience. Mais en exécutant le Gestalt originel, Nier aurait mené les terriens spirituels à l'extinction. C'est là que ma théorie prend sa source. Les Gestalt se sachant condamnés, ils se seraient alors associés aux machines. Après tout, elles existaient déjà à l'époque de Nier, et les ombres n'avaient aucune peine à se faire comprendre de ces dernières. Il n'est donc pas impossible qu'après les événements de Nier, robots et Gestalt se soient alliés. Grâce aux machines, les esprits auraient mené des expériences pour se concevoir de nouveaux corps d'accueil. Cela n'aurait pas abouti de la manière qu'ils auraient souhaité, ne parvenant qu'à créer des organismes hideux et tentaculaires. Après tout, le design des aliens ne vous rappelle rien? Cette énorme tête, ces grands yeux et cette large bouche, vous ne trouvez pas que ça ressemble étrangement à Émile? Qui a été engendré par des scientifiques humains. Ça expliquerait ainsi que Émile, malgré ses clonages, n'aurait jamais pu prendre le dessus, parce que les corps d'accueil des Gestalt, bien qu'imparfaits, avaient été conçus pour être, eux aussi, des armes ultimes. De leur côté, les réplicants auraient progressivement pris conscience de la nature des androïdes et de la technologie les concernant. Quand les Gestalt seraient revenus à la charge sous forme d'aliens, les humains artificiels auraient inventé suffisamment d'automates, voire se seraient améliorés eux-mêmes jusqu'à en devenir, pour mener la guerre. Quelle que soit l'hypothèse, les réplicants auraient disparu, laissant la tâche aux androïdes de reprendre le flambeau et de récupérer la planète. Cependant, comme le précise 9S, la bataille n'aurait jamais eu lieu ailleurs que sur Terre. Jamais les aliens n'ont lancé d'assauts spatiaux contre la Lune ou les bases orbitales, très probablement parce que les Gestalt voulaient juste retrouver leur monde. De fait, leur vaisseau n'était sans doute même pas prévu pour voguer en dehors de l'atmosphère. Mais les machines auraient développé un vif intérêt pour les réplicants, qui pensaient être les véritables humains et qui, selon les rumeurs, auraient été envoyés sur la Lune. Les Gestalt tentaculaires se révélant indignes de leur curiosité, ils se seraient rebellés contre eux, les exterminant à leur tour, pour ensuite se focaliser sur les derniers réplicants. Car je vous le rappelle, les données que Devola et Popola ont expédiées sur la Lune ne concernaient pas les humains, mais les réplicants. Ainsi, les formes de vie mécanique auraient exécuté les aliens sans réaliser qu'ils venaient de massacrer les ultimes vrais représentants de l'humanité, ne montrant de l'intérêt que pour une pâle copie dont il n'existe plus qu'une poignée d'informations. Vous la sentez, l'ironie dramatique ou pas? Bon, là, ça va être assez rapide. En gros, ce sont surtout des points qui, à mes yeux, ont l'air de raccrocher Automata autant à l'épisode de Nier qu'à la saga de Drakengard. Par exemple, dans la dernière partie du jeu où 9S explore les différents collecteurs, vous tombez sur des inscriptions qui ressemblent étonnamment aux runes que l'on pouvait trouver dans l'univers de Nier. Et le pod expliquait que cet alphabet était associé à une langue angélique. Sauf que les seules notions d'ange qu'on a pu avoir dans la saga, elles étaient dans la licence de Drakengard. Ou alors, pendant le combat qui vous oppose à Eve, vous pouvez voir sur son torse ce qui a l'air d'être une espèce de visage à 3 yeux. En tout cas, moi j'ai perçu comme tel. Et ça m'a donc énormément fait penser au fameux faciès de Drakengard, premier du nom. Maintenant, est-ce que tout ça implique un véritable lien avec l'univers des dragons? Ce ne serait pas impossible, vu que le commerce d'accord peut être localisé dans le camp de la résistance.
Cependant, est-ce que ces références ont effectivement une signification ou est-ce qu'elles ne sont que des clins d'œil? Je vous laisse en juger par vous-même. Et justement, Accor, elle n'intervient pas dans Nier Automata? Ah non, pas du tout. On ne fait que croiser son magasin et elle est uniquement mentionnée. Au-delà de ça, elle n'apparaît jamais. Probablement parce qu'à cette période, elle est en train de foutre le boxon dans Drakengard 3. Maintenant, est-ce qu'elle est liée au Yora d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas et j'ai de très gros doutes. Que dire donc sur l'univers et le scénario de Nier Automata? En vérité, c'est presque un jeu qui pourrait se déguster en solo. Nier n'est en réalité pas nécessaire à sa compréhension, si ce n'est pour piger quelques easter eggs. À dire vrai, Automata est même beaucoup plus simple si on enlève toute l'histoire de Nier, qui peut rendre la continuité assez brouillonne. Néanmoins, l'univers est cool, le délire très bien amené, le fait d'avoir des androïdes comme protagonistes fait des merveilles, autant au niveau scénaristique que jouabilité, même si il y a des soucis d'écriture et des contradictions par-ci par-là. Majoritairement rien de grave, mais si vous êtes un tantinet psychorigide comme moi, ça peut vite vous énerver. Maintenant, soyons francs, si on le compare au reste de la saga, Automata est clairement le haut du panier, que ce soit en termes de personnages, de cohérence ou même d'originalité. De fait, je dirais que cette partie du soft mérite un bon 15 sur 20. Combiné à la note du gameplay, ça nous donne du 7 sur 20. C'est une très bonne expérience, et même si on peut facilement tiquer sur certains soucis du scénario, on reste sur un excellent soft. Wouhou! C'est bon! On a terminé l'analyse de l'ensemble de la saga! Cool, ça tombe bien. Il reste plus qu'à lancer la procédure pour savoir qui nous a menés à travers tous ces univers. En effet, et tu sais quoi? On va garder ça pour le prochain épisode. Oh, t'es chier! Je sais! Bref, vous l'aurez compris, on va mettre un point final à cette chronique avec l'épisode de conclusion, pour lequel je vous donne rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.